This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means? It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. This episode is brought to you by LifeLock. So much of your personal info is out of your control, like your insurance provider that has your social security number and your favorite retailer that has your payment details. If they get breached, your information, your identity, is vulnerable. That's why LifeLock monitors millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed or your money back. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Lundi 19 juillet 1976. Nice. 8 heures. C'est une routine bien réglée, comme une chorégraphie. Chaque matin, 2 employés de la Société Générale descendent au sous-sol de la banque pour ouvrir la chambre forte. Les agents déverrouillent la grille extérieure, puis chacun introduit sa clé dans l'une des 2 serrures de la porte blindée. Un quart de tour, des cliquetis familiers, et ils pénètrent dans le sanctuaire fortifié. Sauf que ce matin, la porte refuse de s'ouvrir. Les clés pivotent normalement à l'extérieur, mais quelque chose bloque à l'intérieur. C'est la première chose que les braqueurs ont faite quand ils sont entrés dans la chambre forte. Souder les peines de la porte. Pour travailler tranquillement, ils sont enfermés avec l'argent, les lingots, les bijoux et tout ce que les clients de la Société Générale planquaient dans l'un des 4000 coffres individuels. Il y en avait des choses cachées dans ces coffres. Des secrets que personne n'avait intérêt à voir étalés au grand jour. 8h30. La porte blindée refuse toujours de s'ouvrir. Le directeur de l'agence commence à avoir des sueurs froides. D'autant que les premiers clients font déjà la queue pour accéder à leurs précieux coffres. Après des excuses en bonne et due forme, le directeur appelle la société Fichet-Bosch, qui assure la maintenance de la serrurerie. Quand les gars de Fichet arrivent sur place, ils comprennent qu'ils n'ont qu'une solution. Attaquer la chambre forte à la masse et au burin. Un comble. Pendant 5 heures, une équipe d'ouvriers défonce le mur sous le regard consterné du directeur. Une ouverture de 30 cm est percée. Un employé se faufile par ce trou de souris. L'argent, les lingots et les réserves de liquide ont été volés. En outre, 350 coffres individuels ont été fracturés. L'employé se retourne. Par le trou, il annonce « On s'est tout fait braquer ». Le casse du siècle s'est déroulé pendant le week-end, entre le vendredi soir et le lundi matin, lorsque l'agence de la Société Générale, la SOG, située avenue Jean Médecin, à 2 pas de la promenade des Anglais, était fermée. Les braqueurs sont restés enfermés près de 72 heures dans la chambre forte. 3 jours à faire la popote sur un réchaud à gaz, à boire du mauvais vin et à bouffer de la charcuterie, du fromage et du foie gras qu'ils avaient apportés. Quand ils ont eu rassemblé tout le butin dans des sacs, ils sont repartis par où ils étaient venus, les égouts. Avant de s'éclipser, ils ont répandu sur le sol des litres d'eau usée et d'excréments prélevés dans les conduits d'évacuation. Ils ont aussi laissé un message écrit à la main. Ni armes, ni violence, et sans haine. Accompagné d'un cryptogramme bizarre entre la croix celtique et le symbole Peace and Love.
La nouvelle du casse fait l'ouverture des journaux télévisés de 20h. L'opinion publique est scandalisée. On n'est plus en sécurité nulle part, font valoir certains commentateurs. Malgré tout, les voleurs ont réussi un coup magistral. Et l'audace dont ils ont fait preuve leur vaut la sympathie des rieurs. Même Jacques Médecin, le maire de Nice, salue le culot des braqueurs. Chapeau, lance-t-il de manière maladroite devant les caméras. Commence alors le jeu de la patate chaude. Qui est responsable ? La banque, qui n'a pas affecté assez de personnel à la surveillance ? Ou Fichet Bosch, qui n'a pas équipé la chambre forte de systèmes de détection ? Comme la plupart des banques, la SOG se méfie avant tout des attaques à main armée. Le plus ennuyeux est que les flics n'ont pas la moindre piste. Plusieurs semaines seront nécessaires avant que les regards se tournent vers un type du nom d'Albert Spaggiari, balancé par 2 petits escrocs niçois qui ont servi de guetteurs pendant le casse. Ancien parachutiste qui a servi en Indochine, Spaggiari est proche des milieux d'extrême droite. Il a été arrêté avec des militants de l'OAS en 62. Il a fait 2 fois de la tôle et est apparu comme suspect dans le braquage d'une succursale de la Banque de Paris et des Pays-Bas en 74. Globalement, les flics le considèrent comme un politique, pas comme un voyou. Albert Spaggiari est un rital, un macaroni, comme disent les gamins dans la cour de récréation. Il naît le 14 décembre 1932, à Laragne, un village des Hautes-Alpes, près de Gap. Son père est maçon. Il meurt quand Albert a 2 ans et demi. Sa mère, Juliette Clément, une fille du coin, s'installe à Hyères où elle ouvre une boutique de lingerie. Très tôt, Albert montre des problèmes avec l'autorité. Sa mère l'inscrit chez les maristes. Rigueur et discipline ne peuvent que lui être bénéfiques. Albert adore lire. Les chevaliers, les bagnards, les voleurs, tous ces personnages plus grands que nature parlent à son âme d'enfant. Ces histoires lui parlent tellement que le jeune Spaggiari se met à fantasmer son destin. Il se passionne pour un bandit sicilien, un certain Salvatore Giuliano, à mi-chemin entre Robin des Bois et Mandrin. Giuliano vit dans le maquis, avec une poignée d'hommes en lutte contre les communistes qui ont participé à la défaite des fascistes italiens. Le 1er mai 1947, jour de la fête du travail, Giuliano et ses miliciens tentent d'enlever un membre du PCI. L'opération tourne au carnage. Les brigands tirent sur la foule. 11 morts et des dizaines de blessés, dont des femmes et des enfants. Cette énorme bavure ne dissuade pas Spaggiari. Il veut faire partie de la bande de Giuliano. Pour lui, ces gars sont de vrais nationalistes qui aiment leur patrie et sont prêts à la défendre contre les rouges qui veulent réduire le peuple en esclavage. Armé de ses fortes convictions politiques, Spaggiari se rend en Sicile via la Tunisie en 1949. Quand il débarque à Palerme, Spaggiari se sent comme une poule qui a trouvé un couteau. Il ne sait pas quoi faire. Personne ne l'attend. Personne n'a besoin de lui. Une patrouille de carabiniers le ramasse alors qu'il traîne dans Palerme. Spaggiari passe 1 semaine en cellule avec 2 autres nostalgiques du fascisme. N'ayant que faire de cet adolescent idéaliste, les policiers siciliens le renvoient en France. Albert, qui se rêvait en milicien nationaliste, rentre la queue entre les jambes. Spaggiari a tout juste 18 ans quand il enfile un béret rouge. Il est prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Il s'engage dans le 3e bataillon de parachutistes coloniaux et part pour l'Indochine. Depuis 1946, la France est confrontée au Vietnam à l'insurrection armée du Viet Minh, une organisation paramilitaire indépendantiste. Ho Chi Minh, leader de cette organisation, aurait préféré obtenir l'indépendance de manière négociée, mais les Français ne sont pas prêts à admettre la perte de leur colonie.
Dans le bourbier indo-chinois, le deuxième classe Spadjari fait ses armes de petit malfrat. Le 31 janvier 1953, il pique la caisse d'un bordel de Hanoï. Il se fait poisser quelques mois plus tard, dénoncé par une serveuse de bar. Il écope de 5 ans de travaux forcés et de 20 ans d'interdiction de séjour au Vietnam. Lui, qui n'avait aucun grade, est quand même dégradé. Il purge le début de sa détention sur place et la termine au Baumettes, à Marseille. En 1957, après 2 remises de peine, il sort de tôle. De nouveau, il rentre à Hyères, chez sa mère. Il rencontre une infirmière, Marcel Audi di Grivetta. Ils se marient en 1959. Puis, ils partent pour le Sénégal, où Spadjari bosse pour la société de serrurerie Fichet, ce qui lui sera utile plus tard. Il enchaîne les petits boulots, chaudronnier, ouvrier dans une usine de matériaux plastiques. Rien de passionnant. Si dans la vie de Spadjari, c'est le calme plat, en revanche, dans la politique française, c'est la tempête. De Gaulle est prêt à accorder l'indépendance à l'Algérie. La France va céder les derniers vestiges de son empire colonial. Le traumatisme est immense. Je vous ai compris! En février 61, est créée l'Organisation de l'armée secrète, l'OAS, une milice clandestine déterminée à défendre la présence française en Algérie par tous les moyens, y compris le terrorisme. Sanctuarisé dans l'Espagne franquiste, le groupe proche des milieux d'extrême droite multiplie les attentats et les assassinats en France et en Algérie, faisant des milliers de victimes. Ayant toujours adhéré aux thèses nationalistes, Spadjari rejoint l'organisation. Quand il se fait arrêter, en mars 1962, à Villefranche-sur-Mer, il participe à l'imprimerie de tracts avec quelques militants. Quel fut son véritable niveau d'engagement dans l'OAS ? Probablement bien plus modeste que Spadjari l'affirmait. Comme il le racontera dans son livre « Le journal d'une truffe » paru en 1983, Spadjari aurait proposé à Pierre Lagaillarde, l'un des fondateurs du groupuscule, d'assassiner De Gaulle à l'occasion d'une visite du président français le 8 novembre 1961 à Hyères. Toujours selon lui, il se serait mis en planque dans l'appartement de sa mère armé d'un fusil. Là, il aurait attendu que Pierre Lagaillarde lui donne par téléphone l'ordre de tirer. Ordre qui n'est pas venu. De Gaulle aurait ainsi échappé à la mort sans le savoir. Quelle est la part de mythomanie dans cette histoire ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, Spadjari prend 4 ans de prison ferme pour sa participation à l'OAS. Il purge sa peine à l'île de Ré, puis à la Santé, à Paris. C'est là qu'il croise de nouveaux compagnons de route politique, qui lui seront fort utiles par la suite. Libéré en 1966, il s'installe à Nice, où Jacques Médecin vient de succéder à son père, Jean, comme maire de la ville. Nice est l'endroit idéal pour les militants d'extrême droite. La région abrite pas mal d'anciens de l'OAS, et de nombreux rapatriés y ont débarqué après l'indépendance de l'Algérie. De plus, l'Italie est toute proche. Il est facile de nouer des liens avec les nostalgiques du fascisme. Spadjari ouvre une boutique au 56 route de Marseille. Il est photographe indépendant. Il s'occupe des photos de mariage à la mairie. Il a aussi fait l'acquisition d'une bergerie à Bézaudun-les-Alpes, près de Vence. Il retape l'endroit lui-même. Il a appelé la propriété « Les Oies Sauvages ». Le nom est inscrit à la peinture sur un panneau en bois. Le haut est barré d'une croix celtique et les 2 S sont tracés dans la calligraphie gothique employée par les SS allemands. Entre les clichés de mariage, les vieilles pierres dans l'arrière-pays et les blagues racistes entre beaufréacs, Albert s'ennuie. Il cherche une idée pour s'occuper. Il
Il la trouve dans la lecture d'une série noire publiée en avril 1974 et intitulée « Tout à l'égout » du romancier britannique Robert Pollock. L'auteur raconte le braquage d'une banque de la City de Londres. Les malfrats réussissent leur coup grâce à une préparation quasi militaire. L'auteur s'attarde longuement sur les détails techniques de l'opération. Spaggiari a toujours affirmé qu'il était le seul cerveau du casse de la Société Générale. L'idée lui serait venue comme ça. Il ne l'a empruntée à personne. Pourtant, un exemplaire du roman de Pollock, annoté de la main de Spaggiari, fut retrouvé plus tard chez un de ses voisins. Au fond, cette question d'ego importe peu. Spaggiari a son idée. Il lui faut maintenant trouver quelle casse il va faire. Spaggiari possède un compte à la Société Générale, mais l'agence de son quartier ne propose pas de coffre aux particuliers. Il se rend alors à l'agence centrale, avenue Jean Médecin, en plein centre de Nice. Il loue un coffre dans cet établissement, car c'est là qu'aura lieu le casse du siècle. La première phase a d'ailleurs commencé. Spaggiari entame ses repérages. Ronde de gardien, plan des lieux, emplacement de la chambre forte. Un jour, il laisse un réveil dans son coffre et le règle pour qu'il sonne à minuit. Cela ne déclenche aucune réaction des agents de sécurité. Les sous-sols de la SOGé ne sont équipés d'aucun système d'alarme. Pas de capteur sonore, pas de détecteur de mouvement au sol ou dans les murs, pas de vidéo de surveillance. Reste à savoir par où attaquer la chambre forte. Spaggiari va mettre 2 ans pour répondre à cette question. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Hiver 1976. Assis dans sa bergerie des oies sauvages, Spaggiari retourne le problème dans sa tête. Comment entrer dans la chambre forte de la Société Générale ? Il n'a aucun doute sur la cible. Il n'a aucun doute sur les gars qu'il a recrutés, des anciens de l'OAS et de l'Indochine. Non, le problème, c'est la logistique, le matériel. Il pense souvent à cette lance thermique dont il est question dans le polar de la série noire Tout à l'égout. Cela simplifierait les choses s'il parvenait à s'en procurer une. Mais ce genre de matos ne se trouve que dans les fonderies ou les entreprises de démolition d'immeubles. Spaggiari est un bavard. Il ne peut pas s'empêcher de parler. De tout, de rien, et surtout de lui. Cette histoire de lance thermique, cela l'obsède. Il en cause à des potes et à des potes de potes, jusqu'à ce que cela tombe dans l'oreille d'un petit truand niçois, Francis Pellegrin. Lui et Spaggiari se rencontrent. Ils discutent, ils vident quelques verres, ils se revoient, ils discutent encore. Pellegrin, c'est de la petite bière dans le milieu. En revanche, il connaît du monde à Marseille. Spaggiari sait qu'il ne peut pas réussir un tel casse seul avec ses amis. Outre le matériel, il lui manque l'argent, la logistique, les hommes et les contacts qui serviront à écouler le butin. S'associer aux voyous n'est pas une option, c'est une nécessité. Spaggiari a compris une chose, les parrains de la mafia ont les moyens de tout faire échouer. Une opération pareille ne peut pas se faire sans leur accord et sans qu'ils prennent leur part du gâteau. Avec ses hommes, Spaggiari procède au premier repérage approfondi durant l'hiver 1976. À proximité du Roule, un casino tenu par la pègre marseillaise sur la promenade des Anglais, se trouve l'embouchure d'une rivière souterraine, le Paillon, qui traverse Nice d'est en ouest.
Le cours d'eau est à sec et Spadjari le remonte à pied jusqu'à l'embranchement des premiers conduits d'égout, situés 1 kilomètre plus loin. Avant de s'engager dans le ventre de Nice, Spadjari s'est procuré les plans de ce dédale par lequel transitent les eaux usées de toute la ville. L'endroit est un immense labyrinthe dans lequel il est facile de se perdre. Le maire, Jacques Médecin, a décidé de lancer un câblage souterrain de la cité afin de raccorder chaque foyer au réseau de télévision. Une étude a été confiée à une société locale pour évaluer le coût de cette modernisation. L'un des employés de la société d'études est une connaissance de Spadjari. Les flics ne réussiront pas à le prouver et Spadjari ne balancera pas de nom après son arrestation. Pourtant, il est probable que ce soit cet employé qui lui ait fourni les précieux plans. Munis des cartes et équipés de lampes torches, Spadjari et ses complices passent du temps dans les égouts. Beaucoup de temps. Le plus dur n'est pas de se repérer dans ces tunnels, comme le petit Pousset et ses frères dans la forêt. Non, le plus dur, ce sont les rats qui pullulent et les excréments qui se déversent par les conduites d'évacuation des immeubles. Il y a littéralement de la merde partout. Des flots d'eau usée qui tombent en cascade et qui remplissent des écluses et des systèmes de drainage. L'odeur est insoutenable. Il n'y a pas de bon moyen pour s'adapter à un tel enfer. Il n'y a qu'à le supporter. À plusieurs reprises, lors des premières visites, Spadjari et ses gars dérapent sur les bordures rendues glissantes. Ils se retrouvent plongés dans les eaux usées. Quand ils fouilleront les égouts après le casse, les flics retrouveront les marques discrètes laissées par les braqueurs pour baliser les galeries menant jusqu'au mur de la banque. 300 mètres de boyaux, de différentes tailles, certains ne dépassant pas 1,20 m. Tout le matériel nécessaire au casse est transporté à dos d'homme. Des dizaines de kilos, qui exigent parfois plus de 30 minutes d'effort pour atteindre le lieu de stockage. Dans les jours suivant le casse, les flics saisiront des crics, des vérins, des masses, des pelles, des torches, des équipements d'égoutiers, des réchauds, des bonbonnes d'acétylène pour alimenter les chalumeaux, des perceuses et des canaux pneumatiques afin de naviguer dans le dédale cauchemardesque. Après d'interminables calculs, Spadjari a déterminé l'endroit à partir duquel ils vont percer la paroi des égouts en direction du mur de la chambre forte. Toujours selon ses calculs, il faut creuser un tunnel de 8 à 10 mètres. Reste une question. Combien de temps va-t-il falloir pour percer ce tunnel ? Probablement plusieurs semaines, sachant que les casseurs ne peuvent bosser que la nuit et le week-end, afin de ne pas attirer l'attention. Les Marseillais fournissent à Spadjari un spécialiste de ce genre de situation. Un petit Italien aussi calé sur la composition des structures géologiques que sur l'art de maçonner une galerie souterraine. C'est sur ses conseils que le tunnel est creusé et étayé avec des poutres. Le petit Rital leur explique aussi comment ventiler les cavités afin d'éviter que les gars meurent asphyxiés. Comme le précisera Spadjari dans ses dépositions au juge d'instruction, la jonction avec les Marseillais se fait au mois de mai. Les Marseillais ont fourni l'autre partie de l'équipe. Ils se sont aussi occupés des questions de fric et des problèmes de matériel. Voitures, camionnettes, guetteurs, planques, équipements achetés à l'étranger et outils utilisés par les égoutiers. Le 7 mai, les deux groupes descendent dans les égouts. Vers 4 heures du matin, les premiers coups de marteau sont donnés pour percer le tunnel. Très vite, l'entreprise devient un travail de Romains. Les gars bossent à genoux, parfois couchés. Ils doivent traverser des couches de roches particulièrement dures. Les burins et les masses sont mis à rude épreuve. Les casseurs bossent en slip à cause de la chaleur des lampes. À cela s'ajoute la poussière et les gravats qui tombent et qu'il faut évacuer. Le conduit fait 80 cm de hauteur. Les casseurs suffoquent. Les ventilateurs ne sont pas assez puissants. Spadjari organise des rotations entre les tunneliers.
Un quart d'heure à percer, puis une pause pour reprendre des forces. Quand les guetteurs à l'extérieur signalent la présence de passants par talkie-walkie, il faut arrêter de creuser. Au bout de 3 semaines, à ce rythme d'escargot, les tensions grimpent encore plus que la température. Les engueulades tournent à la bagarre. Selon le récit fait par Spaggiari, les tunneliers parviennent au mur arrière de la banque à la fin du mois de mai. L'ambiance se détend. Les casseurs savent qu'il ne leur reste plus qu'1,50 m à creuser. Pourtant, 3 semaines de plus sont nécessaires pour atteindre le mur de la chambre forte, le 24 juin. La paroi mesure 40 cm d'épaisseur. C'est pour franchir ce dernier obstacle que Spaggiari voulait une lance thermique. Les flics retrouveront le super chalumeau abandonné, sans qu'il ait servi. La lance était inutilisable dans un espace aussi confiné. La chaleur qu'elle dégageait aurait grillé les casseurs comme des poulets dans une rôtissoire. Spaggiari n'avait pas pensé à ça. Encore une fois, il est obligé d'improviser. Depuis le début du casse, les tunneliers rencontrent des obstacles. Pourtant, cela ne les empêche pas d'avancer. Les contretemps, cela fait partie du jeu, non ? Pense Albert. Et de toute façon, ils ne vont pas s'arrêter maintenant. Pas après tout ce qu'ils ont vécu. Les tunneliers terminent le boulot à la perceuse. Mais pour cela, ils ont besoin d'une alimentation électrique. Ils tirent alors un câble de 500 mètres le long de la paroi du collecteur des égouts qu'ils branchent sur une prise située dans le local technique d'un parking en construction, Place Masséna. L'installation est réalisée avec des dominos et des fixations murales. Les perceuses se mettent en action et, en une nuit, le mur de la chambre est ouvert. Mais un nouvel obstacle se dresse entre les casseurs et le butin qu'ils convoitent. Le tunnel arrive pile sur le dos d'une armoire blindée. 5 tonnes de métal. Comment déplacer une telle masse ? Les braqueurs rebouchent soigneusement le trou qu'ils viennent de percer et observent une pause d'une semaine bien méritée. La semaine est mise à profit pour réfléchir. Bouger l'armoire ou la percer ? Après de longues discussions, c'est l'idée de Spaggiari qui est retenue. L'armoire est poussée à l'aide de vérins, puis étayée pour l'empêcher de tomber. Les casseurs doivent faire face à un ultime contretemps. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, a prévu de faire une visite officielle à Nice dans la semaine du 5 juillet. La ville grouille de flics. L'opération est mise en suspens. Vendredi 16 juillet 1976. Giscard est parti. Les flics ont repris une activité normale. Le casse peut se poursuivre. L'armoire blindée est déplacée comme s'il s'agissait d'un vase en cristal. Au bout de plusieurs heures d'efforts, les casseurs se faufilent dans la chambre forte par un interstice entre le mur et le cube d'acier. Immédiatement, les casseurs s'enferment à l'intérieur en scellant les peines de la porte principale. Pendant 3 jours, ils s'en donnent à cœur joie. Ils fracturent des coffres individuels, ils découvrent des photos porno, des bijoux, des lingots, des pièces d'or, des livres de comptes occultes, des documents compromettants. Tout un tas de choses embarrassantes pour certains membres de la bonne société niçoise qui renonceront à porter plainte ensuite par peur que leurs secrets soient rendus publics. Certains clients ont même entassé de la nourriture dans leurs coffres. Quand les flics entreront dans la chambre forte, tout ou presque aura disparu. Les lingots d'or, les billets de banque, les dépôts de caisse que font les commerçants par une trappe à l'extérieur de la banque, la réserve en liquide alimentant les distributeurs automatiques et les contenus de plus de 300 coffres. Dans la salle des coffres, les policiers trouvent des boîtes de conserve, de la charcuterie, du pain, du fromage, du foie gras, du rouge qui tache et des bouteilles de flotte. Tout le nécessaire pour se faire la popote pendant plusieurs jours. Histoire de se marrer, les casseurs ont collé au mur un joli pêle-mêle de photos porno amateurs trouvées dans un coffre individuel.
Dimanche 18 juillet 1976. En fin d'après-midi, la totalité du butin est rassemblée dans des dizaines de paquetages militaires et de sacs à dos. Le tout représente plusieurs centaines de kilos à transporter. En début de soirée, un des guetteurs appelle en panique. Un orage est en train de s'abattre sur la ville. Il tombe des cordes. Les eaux des égouts vont monter et cela risque d'être compliqué de remonter les tunnels jusqu'à l'embranchement du paillon. Pendant plusieurs minutes, les casseurs hésitent. Finalement, ils se disent que le butin est déjà substantiel. Il est temps de plier bagages. Pourtant, avant de tirer leur révérence, les casseurs ont envie de laisser un message. Mais lequel ? Les propositions fusent. Finalement, ils se mettent d'accord. Ni armes, ni violence, et sans haine. Puis, les braqueurs répandent dans la chambre forte des quantités d'eau et d'excréments prélevés dans les égouts. Le but est de ralentir le travail des enquêteurs et d'effacer une partie de leurs traces. Des milliers de documents et d'objets se mettent à flotter dans une puanteur étouffante. Vers 1h du matin, les casseurs retournent dans les égouts. L'eau a monté et l'un des boyaux est quasiment infranchissable. Les hommes de Spadjari réalisent un pont de cordes pour faire passer les sacs, puis les hommes de l'autre côté. Selon les relevés de la police scientifique, les casseurs ont été exfiltrés par le lit asséché du paillon. Les enquêteurs retrouvent les traces de pneus d'une berline, type Peugeot 504, d'un 4x4 et d'un troisième véhicule. Selon toute vraisemblance, quand le soleil s'est levé sur Nice ce matin du 19 juillet, les casseurs avaient déjà quitté les sous-sols. Le partage se fait dans la journée. C'est là que Spadjari comprend que les Marseillais se sont servis de lui depuis le début. Ils l'ont toujours pris pour un pigeon. La répartition prévue était 50% pour Spadjari et ses gars et 50% pour les Marseillais. La nouvelle répartition se fait par tête. Au total, cela représente à peu près 1 million de francs par casseur et le double, voire le triple pour Spadjari. Le montant global du casse tourne autour de 50 millions de francs. Reste la question des bijoux. Les Marseillais expliquent qu'ils les conservent en attendant de les écouler plus tard. La revente risque d'attirer l'attention. Spadjari n'en reverra pas la couleur. Malgré tout, sur le moment, il est aux anges. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Dans les jours et les semaines qui suivent le casse, Spadjari ne se sent plus de joie. Son ego est gonflé à l'hélium. Il ne touche plus terre. Dans la bergerie des oies sauvages, il reçoit ses potes et d'autres connaissances. C'est la fête. Il est content, Albert, d'avoir raflé ce fric. Lui, le fils de maçon italien venu chercher fortune en France. D'un coup, Spadjari est riche. Pourtant, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui compte réellement à ses yeux, c'est de pouvoir flamber, d'apparaître comme le cerveau du casse du siècle. Et ça, cela n'a pas de prix. Si Spadjari marche sur l'eau, les flics, eux, pataugent dans la fange. Une fois les relevés effectués dans la chambre forte, les enquêteurs entrent dans le dur. Ils retracent le chemin emprunté par les casseurs depuis la plage, près du casino Le Rulle, jusqu'au palais des expositions à 2 km de là. Ils récupèrent le matériel abandonné par le gang. Ils tentent de retrouver des indices, ce qui, dans les égouts, revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Une trentaine de flics sont affectés à l'enquête. L'affaire est suivie directement par le ministère de l'Intérieur. Les voleurs sont quand même partis avec 50 millions de nouveaux francs. 3,5 millions d'euros. Ça fait désordre.
Pendant ce temps, Spaggiari voyage. Il se rend d'abord en Espagne, un pays où il se sent en sécurité, même si la dictature a pris fin avec la mort de Franco en 1975. Il rend visite à des amis. Probablement qu'il planque aussi du fric en prévision de l'avenir. En septembre, il se promène aux États-Unis. Là, Spaggiari fait une chose tout à fait inattendue qui résume bien le besoin de reconnaissance qui le ronge. Il contacte de manière anonyme la CIA et propose aux Américains de faire sauter le siège du Parti communiste français à Paris. Comme preuve de son sérieux, il précise aux fédéraux qu'il est le cerveau du CAS de la Société Générale à Nice. Il s'identifie sous le pseudonyme de Monsieur Berthe, diminutif d'Albert. Il voudrait se faire prendre qu'il n'agirait pas autrement. Bien qu'elle ne prenne pas au sérieux la proposition, la CIA transmet l'information à Interpol qui avertit, le 5 octobre, la PJ de Nice et le ministère français de l'Intérieur. Étonnamment, les flics ne tiennent pas compte de ce tuyau. La raison de ce désintérêt est simple. Après 3 mois d'enquête, de filature et de recoupement de témoignages, les policiers ont appris pas mal de choses. Que ce soit Spaggiari et sa bande, ou que ce soit les Marseillais, les casseurs se font très discrets dans les semaines qui suivent. Tout le monde se tient à carreau et personne ne se met à jeter son fric par les fenêtres. Un coup pareil, cela se gère sur le long terme. On commence par attendre que la tension retombe et ensuite, on écoule le butin. Discrètement, les lingots, les bijoux et les billets, dont certains sont numérotés. Malgré toutes ces précautions qu'ils ont prises, les casseurs ont laissé des traces derrière eux. Les flics ont une conviction. Un vol de cette importance n'a pas pu se faire sans que le milieu marseillais soit au courant. Le juge Richard Boisis, désigné pour diriger l'instruction, souhaite entendre Gaëtan Zampa, le parrain qui a le vent en poupe à Marseille. Mais Dany est introuvable, comme s'il avait soudain disparu de la circulation. 20 juillet 76, Plan du Var. Quand il ouvre le quotidien Nice Matin, le gendarme Patrick Gruau n'en croit pas ses yeux. Il sait qui sont les gars qui ont fait le casse de la Sogé. Petit retour en arrière. Arrière-pays niçois, le 9 juillet 1976. Le casse est en cours depuis 2 mois. 4 gars de l'équipe Spaggiari sont installés sur la terrasse d'une villa de Castagnier-les-Pins, une localité tranquille au nord de Nice. Ils sont occupés à fumer et à vider quelques bières quand arrive une estafette avec 2 gendarmes à bord. Un voisin inquiet a prévenu les Pandores. Depuis plusieurs jours, il voit des types louches traîner dans la villa alors que le propriétaire est absent. Les gendarmes ont décidé de procéder à des vérifications. La résidence est en réalité une planque utilisée par les casseurs pendant les semaines passées à creuser le tunnel. La soirée de ce 9 juillet est déjà bien entamée quand le gendarme Patrick Gruau et l'un de ses collègues se présentent aux 4 individus installés sur la terrasse de la villa. Bonsoir messieurs, gendarmerie nationale, on peut savoir ce que vous faites ici ? Les 4 hommes se regardent et balancent une explication peu crédible pour justifier leur présence. Un ami leur a prêté la villa. Ils attendent l'arrivée de jeunes femmes pour passer une nuit coquine, tous ensemble. Vous pouvez nous présenter vos papiers d'identité ? Les casseurs ont compris que les gendarmes ne croyaient pas un mot de leur histoire. Le plus simple est de la jouer en douceur. L'un des gars s'appelle Dominique Poggi, un Corse connu pour proxénétisme. Le deuxième est Daniel Michelucci, condamné pour vol et fiché pour avoir des liens avec le clan Zampa. Le troisième est un certain Christian D, dont le nom ne figure dans aucun fichier. Le dernier
n'ayant pas de papier sur lui, dit se nommer Alain Ponce. Son vrai nom est en réalité Gérard Vigier. L'ami qui vous prête la villa, on peut le contacter pour qu'il nous confirme être au courant de votre présence chez lui ? Les 4 hommes répondent que oui, et donnent le nom de leur généreux ami, qui est le patron du restaurant Le Nautilus, à Cagnes-sur-Mer. Vérification faite, le commerçant affirme avoir prêté sa résidence aux 4 hommes. Les gendarmes n'ont rien contre les 4 suspects. Ce n'est que des semaines plus tard que les flics auront la confirmation par un indique qu'un énorme coup était en préparation et que les Marseillais repérés au Castanier faisaient partie des casseurs. « 10 juillet 1976. Promenade des Anglais. Daniel Michelucci et Gérard Vigier traversent le parking sur lequel ils ont garé leur voiture près du front de mer. Michelucci porte un sac de toile qui paraît extrêmement lourd. Quand il ouvre le coffre de la bagnole pour le mettre dedans, le gyrophare d'une patrouille de police l'arrête dans son élan. Les patrouilleurs procèdent à la vérification du contenu du sac dont le poids a attiré leur attention. Des dizaines de burins et des masses. On fait des travaux chez un ami qui retape une maison dans l'arrière-pays, explique Michelucci. Les policiers embarquent les 2 hommes et le matériel pour une vérification. Après plusieurs heures, Michelucci et Vigier sont relâchés, mais le sac et son contenu sont confisqués. Là encore, il n'y avait aucun motif pour les garder en détention. Ce n'est qu'après le casse que toutes ces informations finissent par remonter. Les enquêteurs mettent alors en place un vaste système de filature. À partir du mois d'août, plus de 300 agents sont mobilisés pour suivre 24 heures sur 24 une quarantaine de suspects. Les opérations de surveillance durent 3 mois. Des milliers d'heures passées dans des voitures banalisées à boire du café tiède et à pisser dans des bouteilles en plastique. Exactement comme l'ont fait les casseurs quand ils étaient dans la chambre forte. Et finalement, le feu vert est donné. « Police, ouvrez ! Ouvrez ou on enfonce la porte !» Le 26 octobre 1976, à 7h30, sur ordre du juge d'instruction Richard Boisis, les policiers procèdent à un vaste coup de filet. Une quarantaine de personnes sont interpellées à Marseille, Nice, Paris, Montpellier et Bastia. Les suspects sont regroupés à l'hôtel de police de Marseille. Puis, 7 d'entre eux sont déférés au parquet de Nice pour être entendus par le juge Boisis. Spaggiari trouve que toute cette agitation policière est assez jolie sur l'écran de sa télévision. Albert ne peut s'empêcher de sourire. Malgré tous les moyens mis en œuvre, les flics n'ont attrapé que des petits poissons. Aucun de ces gars à lui, et aucun des 4 contrôlés au Castanier. Sans parler de Zampa, que le juge voudrait entendre et qui demeure introuvable. Même le contrôleur général de la police nationale, Honoré Gévaudan, est obligé de reconnaître que l'opération n'est pas franchement un succès. Malgré tout, 2 des petits poissons pris dans les filets de la police s'avèrent avoir des choses à raconter. Alain Bourda et Francis Pellegrin sont 2 petits escrocs sans envergure. Pellegrin est le type qui a mis Spaggiari en cheville avec les Marseillais. Pour leur contribution au casse, Bourda et Pellegrin ont récupéré des lingots d'or. Mais vu leur réputation, personne ne leur fait confiance. Et personne ne veut leur acheter les barres dorées. Alors ils se montrent imprudents et se font repérer. Interrogés par le juge d'instruction, les 2 escrocs se souviennent qu'au printemps, un photographe leur a raconté qu'il préparait un casse énorme. Il avait besoin de matos et de petites mains pour l'aider. Voulant rendre service, ils ont présenté le photographe à Dominique Poggi lors d'un déjeuner au restaurant Le Nautilus à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, le photographe leur a confié des missions de repérage et de surveillance autour de l'agence de la Société Générale, avenue Jean Médecin. « Comment s'appelle ce photographe ?» demande le juge Boisis. « Albert Spaggiari. Il tient un magasin, pas loin de l'aéroport. » En réalité, Albert s'occupe peu de son magasin. Jouer aux commerçants, cela l'ennuie. Il passe son temps dans sa bergerie ou à voyager. Pourtant,
Le 27 octobre, il prend sa voiture, part de Bézaudun-les-Alpes et descend à Nice. Il a quelques courses à faire et un rendez-vous chez le dentiste. Il en profite pour déjeuner en face de sa boutique. Sans qu'il s'en rende compte, Albert est filé. Les flics attendent qu'il ait terminé de manger, puis ils le serrent comme un bleu à la sortie de la brasserie. Évidemment, Albert ne peut s'empêcher de faire le malin. Que lui veut-on ? Il n'a rien fait de mal. Il est un honnête citoyen qui paie ses impôts. Le passé militaire de Spaggiari et les années de tôle incitent les flics à se montrer méfiants. Il y a déjà eu assez de ratages dans cette affaire. Une perquisition est ordonnée à la bergerie et les oies sauvages. Spaggiari continue de faire son cinéma. Il est fier des armes accrochées au mur et aussi des trucs de bidasse et des reliques de l'époque nazie qu'il conserve. À l'aide d'un détecteur de métaux, les policiers inspectent la maison ainsi que le poulailler construit juste à côté. Le détecteur se met à biper. Le sol du poulailler est ouvert à la pioche. 4 pistolets, une mitraillette, des chargeurs, des munitions, des explosifs, des détonateurs et un gros paquet de fric. Tout ça soigneusement emballé pour que cela ne prenne pas la poussière. Spaggiari continue de faire le malin. Il n'a rien à voir avec le casse de la Société Générale. Il est un militant d'extrême droite, c'est vrai. Il n'a jamais caché ses idées politiques. Il fait partie d'une organisation de fascistes européens baptisée Catena, la chaîne en italien. Ce n'est pas un crime. Les armes et le fric saisis à la bergerie devaient soutenir la cause. L'histoire est un pipeau intégral qui ne trompe pas les enquêteurs. Le juge Boisis décide de prolonger la garde à vue et renvoie Spaggiari en détention. Lors de la seconde journée d'interrogatoire, le lendemain, les flics lui annoncent qu'un mandat de dépôt va être signé contre sa femme, Audi, pour complicité. Tout à coup, le petit commerçant change de disque. Il tire sur les revers de sa veste, histoire de se donner une contenance. D'accord. Il va faire des aveux. Quand il arrive au palais de justice, après 48 heures de garde à vue, toute la presse est sur le pont. Spaggiari sait que c'est son moment. Il sort de la voiture de police comme une vedette de cinéma. Lunettes noires, cigares, costume, chemise voyante. D'instinct, il comprend la nécessité de mettre le public de son côté. Peu impressionné par ce numéro d'acteur, le juge Boisis signifie à Spaggiari son inculpation et sa mise en détention à la maison d'arrêt de Nice. Albert s'est juré de ne plus retourner en tôle. C'est pour cette raison qu'il avait choisi des amis fiables pour monter ce casse. Il aurait dû deviner dès le départ qu'il ne pouvait pas faire confiance aux Marseillais, et encore moins à ceux qui bossaient pour eux. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Quand il arrive à la maison d'arrêt de Nice, Spaggiari est accueilli comme un héros par les autres détenus. Poignée de main, tape dans le dos. Le cirque médiatique dure encore quelques jours. Lors d'une première reconstitution, Spaggiari se croit dans un film dont il aurait écrit le scénario et récupéré le premier rôle. Il prend la pose, il plaisante et fait le mariole. Pour assurer sa défense, il a engagé l'avocat Jacques Perrat, un ancien béret vert qui deviendra maire de Nice en 1995, après être passé par le Front National. Richard Boisis est un jeune magistrat. Il a 26 ans et a terminé ses études récemment. Récupérer un dossier aussi sensible constitue un défi. Pourtant, le petit juge ne se laisse pas impressionner, ni par le tempérament de Spaggiari, ni par la pression hiérarchique. L'affaire est suivie de près au sommet de l'État. Le 29 octobre, les flics coincent Daniel Michelucci, l'un des 4 suspects de la villa de Castagnet-les-Pins. Le malfrat a ouvert un coffre dans une banque à Bruxelles. Balancé par sa maîtresse, une petite brune qui bosse à la mairie de Marseille, Michelucci se fait serrer devant la banque.
Les policiers récupèrent 450 000 francs et des lingots d'or. Début novembre, c'est Dominique Poggi qui se présente spontanément au commissariat d'Antibes. Le bandit corse a négocié sa reddition après avoir passé quelque temps dans un luxueux appartement de Juan-les-Pins. Si devant les caméras, Albert se met en scène, une fois revenu dans sa petite cellule, l'ambiance est toute différente. Beaucoup moins glamour et beaucoup moins à son goût. Spaggiari n'a plus qu'une idée en tête, s'évader. En fait, il y pense depuis sa première audition dans le bureau du juge d'instruction. Méthodique, Richard Boisis a décidé de régler la vie de Spaggiari comme du papier à musique. Tous les jeudis à 15h, le détenu est conduit sous escorte policière au palais de justice pour répondre aux questions du magistrat. Très vite, le juge comprend que Spaggiari ne balancera aucun nom. Il se contente de répéter qu'il est le cerveau du casse. Il fournit des quantités de détails sans intérêt ou invente carrément des bobards dans lesquels il est à son avantage. Histoire de noyer le poisson, Spaggiari affirme qu'il a commis ce casse pour des raisons politiques. Il voulait soutenir la cause de l'extrême droite et combattre les communistes. Pendant qu'il débite son laïus, Spaggiari se familiarise avec les lieux. Le bureau du juge est situé au 2e étage. Le magistrat est assis en face de lui et tourne le dos à une fenêtre dépourvue de barreaux. La fenêtre donne sur la rue. Elle se situe à environ 8 mètres de haut. Spaggiari étudie aussi la personnalité du juge Boisis. Un jeune homme classique, bien élevé et méticuleux. Chaque fois qu'il est convoqué, Albert s'habille avec soin. Veste et chemise bien repassées. Il a laissé tomber son attitude provocatrice. Il se montre courtois, il répond aux questions, bien qu'il refuse de fournir les noms de ses complices. Après quelques auditions, Spaggiari obtient ce qu'il cherchait. Mis en confiance, le juge ordonne aux policiers de retirer les menottes du détenu pendant l'interrogatoire. Dans ce jeu de chat et de souris, Spaggiari remporte une seconde victoire au mois de novembre. Il persuade le magistrat que les policiers chargés de l'accompagner et qui assistent aux auditions rapportent le contenu des interrogatoires à leurs supérieurs. Le juge Boisis se doute que le pouvoir politique entend surveiller Spaggiari comme le lait sur le feu. Le détenu connaît du monde. De plus, il a eu accès à des documents gênants dans les coffres fracturés lors du casse. Richard Boisis ordonne alors aux policiers d'attendre la fin des auditions dans le couloir, à l'extérieur de son bureau. À la mairie, un petit vent de panique se met à souffler. On s'inquiète des relations que Spaggiari a nouées avec des membres du cabinet de Jacques Médecin. On connaît le personnage. Il est capable de raconter tout et n'importe quoi. Il pourrait se montrer gênant. Pourtant, Spaggiari se garde de faire des vagues. Il ne veut pas compromettre son évasion. Comme pour le casse, il a mis au point un plan. Une équipe de 2 hommes, un dispositif minimal. D'abord, procéder au repérage de la façade du palais de justice. Ses complices prennent des photos et les lui font parvenir. Le rebord de la fenêtre se trouve au-dessus d'un renfoncement sur lequel il est possible de prendre appui et, de là, d'agripper une gouttière. En bas, une moto devra l'attendre. Dans sa cellule, Spaggiari s'entraîne. Il se chronomètre. Il répète les gestes qu'il devra faire. Reste à fixer la date. Plusieurs fois, l'opération est reportée et Spaggiari commence à se faire du souci. Selon son avocat, Jacques Perrat, le juge Boisis est prêt à boucler l'instruction. Les auditions dans son bureau vont s'arrêter. La fenêtre de tir est en train de se refermer. Il reste une dernière chance. « 10 mars 77. Les policiers extraient Spaggiari de sa cellule à 14h30. Ils le placent dans le fourgon cellulaire et prennent la direction du palais de justice. Tandis que le fourgon est arrêté à un feu rouge, une moto se range à sa droite.
Le motard fait vrombir le moteur à 2 reprises, puis démarre sur les chapeaux de roue dès que le feu passe au vert. Quand il entre dans le bureau du juge à 15h, Spadjari est prêt. Il a la confirmation que l'évasion est pour cet après-midi. Au début de l'interrogatoire, Spadjari se répand en détail et tente de gagner du temps. Un peu avant 17h, il sort de sa poche un schéma qu'il a lui-même dessiné. Le dessin est volontairement incompréhensible pour embrouiller le juge Boisy. Spadjari vient se placer à côté du magistrat et étale le schéma sur le bureau, comme s'il s'apprêtait à lui en expliquer le sens. D'un bond, il se rue vers la fenêtre, il manœuvre la poignée et enjambe le rebord. Le juge saute de son fauteuil, empoigne Spadjari par la jambe et le tire en arrière. Spadjari se débat. Il donne des coups de pied. Boisy se tient bon. Spadjari se cramponne au rebord de la fenêtre. Il tire de toutes ses forces. Le juge n'est pas assez fort physiquement. Alors il décide de pousser Spadjari dans le vide, espérant que celui-ci tombe de 2 étages et se casse une jambe. La poussée projette Spadjari dans le vide. Le malfrat chute et atterrit sur le toit d'une Renault 6 en stationnement. La tôle de la voiture amortit le choc. Spadjari effectue un roulé-boulé et atterrit sur le macadam. Il se précipite vers la moto, il saute sur le siège passager. Sans se retourner, le pilote met les gaz et disparaît au coin de la rue. L'évasion a duré 10 secondes. La moto roule quelques centaines de mètres, puis entre dans un parking souterrain. Spadjari saute du bolide et se glisse dans le coffre d'une voiture. Le véhicule le conduit dans une planque où il reste pendant 3 jours avant d'être exfiltré vers Paris, caché dans la malle d'une Rolls mise sur un plateau de la SNCF. Au fond de lui, Albert éprouve un intense sentiment de fierté. Non seulement il a réussi le casse du siècle, et là, il vient de ridiculiser les flics une seconde fois. Il aime faire le malin devant les caméras. Mais il a les moyens de ses ambitions, non ? Vous en connaissez beaucoup des types capables de réussir des coups pareils ? L'évasion de Spadjari est un coup de tonnerre politique. Le ministre de l'Intérieur réunit ses conseillers, des milliers de flics sont mobilisés pour retrouver le fuyard. En quelques heures, la polémique enfle. Certains trouvent que Spadjari s'est évadé un peu facilement. D'autres rappellent qu'il avait ses entrées à la mairie. Au début des années 70, il a participé aux campagnes de Jacques Médecin comme colleur d'affiches et relais politique local. D'autres rappellent qu'il avait ses entrées à la mairie. Au début des années 70, il a participé aux campagnes de Jacques Médecin comme colleur d'affiches et relais politique local. Les élections municipales prévues 3 jours plus tard s'annoncent compliquées pour le maire sortant. Médecin ne conserve son siège que pour moins de 1000 voix, face à la liste conduite par un membre du Parti communiste français. À Paris, Spadjari est d'abord hébergé par des anciens de l'OAS. C'est là qu'il rencontre la seconde femme de sa vie, une Italienne blonde de 38 ans, Emilia De Sacco. Elle le cache quelques semaines dans un appartement à Puteaux. Albert et Emilia s'entendent bien. Albert se déguise quand ils veulent sortir dans des endroits à la mode. Il porte des perruques et de fausses moustaches pour aller chez Castel ou chez Maxim's. Si l'air de Paris est plus respirable que celui de Nice, Spadjari n'est pas en sécurité en France. Avec l'aide d'un passeur, il franchit la frontière espagnole au Pays Basque. Il se rend au Portugal et prend un vol à destination du Brésil. Quand il arrive à Rio, Spadjari part au plus pressé. Il change d'apparence physique. Un chirurgien esthétique modifie la forme de son nez et accentue la courbe de son menton. Spadjari a choisi le Tobib parce qu'il s'est occupé autrefois de Ronald Briggs, le cerveau du braquage du train Glasgow-Londres en 1963. Briggs était une sorte de modèle pour Spadjari. Même à l'autre bout du monde, Spadjari n'est pas en sécurité. Les services français du renseignement extérieur l'ont localisé au Brésil. Plusieurs agents font le voyage pour l'arrêter. Spadjari n'échappe aux flics que grâce à un concours de circonstances. Emilia, qui a fait un aller-retour à Paris,
se trouve dans le même avion que les agents du renseignement et engage la discussion avec eux. Il ne lui a pas été difficile de deviner le but de leur mission et de prévenir son amant à temps. Spaggiari n'a pas le choix. Il revient en Espagne. De toute façon, il commençait à s'ennuyer en Amérique du Sud. Il a essayé de mener une vie intéressante, mais il doit se rendre à l'évidence. Il s'ennuie. C'est à Madrid que 2 journalistes le localisent et proposent d'écrire un long article sur lui. Flatté, Spaggiari se met en scène. Il donne les directives pour être photographié dans les rues de la capitale espagnole. Il continue de se déguiser, comme Fantomas, dans les films d'André Hunebelle au milieu des années 1960. Tout le paradoxe de la cavale est résumé dans ce reportage. Spaggiari a changé de visage et pourtant, il meurt d'envie qu'on le reconnaisse. Finalement, les 2 journalistes sortent 10 pages dans Paris Match en avril 1978. L'article et les photos font sensation. Pour l'opinion publique, le cerveau du casse du siècle se trouve en Espagne et vit sans être inquiété. Dans la foulée, Spaggiari publie Les égouts du paradis, une version très romancée du casse, adaptée au cinéma par José Giovanni l'année suivante. Le tribunal de grâce le condamne par contumace à 10 ans de prison pour les armes et le fric retrouvé dans le poulailler de sa bergerie. Mais Spaggiari s'en fout. Il est toujours en cavale. Le procès du casse du siècle s'ouvre le 22 octobre 1979 devant la cour d'assises de Nice. Dans le box, on retrouve Francis Pellegrin et Alain Bournat, les 2 escrocs qui ont balancé Spaggiari. Il y a aussi Dominique Poggi, Daniel Michelucci et Gérard Vigier, les gars repérés dans la Villa des Castagniers. Poggi a choisi de faire face à la justice plutôt que de vivre traqué. Le calcul n'est pas si bête quand on y songe. Une fois qu'il aura purgé sa peine, il sera libre et il pourra profiter de son fric. 1980. Spaggiari s'installe en Argentine. Bien que planqué de l'autre côté de l'Atlantique, Albert est sur le qui-vive. Il est obligé de payer pour rester en liberté. Et en quelques années, il a dépensé la totalité de sa part du butin. Pour se faire un peu de fric, il monnaie des interviews. Ses livres se vendent, mais pas assez pour lui assurer un train de vie. Il ne compte plus sur la revente des bijoux que détiennent les Marseillais. Il sait qu'il s'est fait avoir. En 1981, il est pris d'une violente douleur dans le bas du dos. Au début, il ne veut pas croire à la gravité de la maladie. Pourtant, il se fait opérer d'une tumeur au rein. La maladie s'installe. Spaggiari consulte les oncologues. Il a envie de revenir en France, de renouer avec ses anciens amis. Sans doute par instant songe-t-il à se rendre. Cependant, il ne franchit pas le pas. Les dernières années de la cavale sont celles de l'errance. Avec Emilia, il achète une ferme à Belluno, le village dont elle est originaire dans le nord-est de l'Italie. Il retape la baraque comme il l'a fait pour la bergerie des oies sauvages. En août 1988, il est pris d'un malaise. Après consultation de médecins, le diagnostic tombe. Il souffre d'un cancer du poumon incurable. Les chirurgiens lui retirent un poumon, mais ne peuvent pas le sauver. Bien que très affaibli, il continue de lire. Il a toujours aimé la lecture. Il a envie d'écrire aussi, se raconter encore une fois, mais il n'en a plus la force. Le cerveau du casse du siècle meurt le 8 juin 1989. Emilia organise le transfert du corps dans le caveau de la famille à Laragne, là où il est né. Il emporte avec lui le nom de ses complices et ce qu'est devenu le reste du butin.